Allemagne, Belgique, Espagne, Suède, Royaume-Uni, États-Unis. De plus en plus de pays ont décidé de caractériser le crime de viol par l'absence de consentement. S'inscrivant dans cette dynamique, la Commission européenne avait proposé le 8 mars 2022 d'intégrer le principe de consentement sexuel dans une directive européenne sur les violences faites aux femmes. Pourtant, dans le projet final, cet article avait été retiré. Certains pays, la France en tête, s'étant montrés réfractaires à son inscription dans la loi. Alors que moins de 1% des viols et tentatives de viol sont condamnés, le retrait du consentement fut perçu par une majorité de féministes comme une trahison de la parole des victimes et une façon de perpétuer l'impunité dont bénéficient les agresseurs. Pourtant, la position française a reçu un soutien inattendu et de poids par l'avocate américaine McKinnon. Grande figure du militantisme dès les années 70, sa contribution à la reconnaissance du harcèlement sexuel au travail fut majeure. Elle s'est également illustrée par ses positions intransigeantes sur la pornographie, perçue comme de la discrimination sexuelle, ou encore sur la prostitution comme exploitation. Pourtant, McKinnon considère que le principe du consentement sexuel n'apporte pas une solution satisfaisante aux situations d'agression, de violation sexuelle et de viol. En ce sens, la loi française qui insiste sur la violence, la contrainte ou la surprise lui paraît plus adaptée. Du « qui ne dit mot consent » au « seul un oui est un oui », ce que l'on entend par consentement s'inscrit dans un large spectre allant de l'assentiment passif à l'accord positif et affirmatif. D'après la philosophe Manon Garcia, le flou autour du sens du consentement provient notamment de ses multiples champs d'application. Le droit des contrats, où le consentement des parties crée un système d'obligations réciproques. La sphère politique, où l'individu souscrit au pacte social et consent tacitement à se soumettre aux lois qu'il se donne via ses représentants. Le registre sexuel, intime, où un individu donne à autrui la permission d'exercer une action sur lui, sur son corps, qui, sans son consentement, constituerait une atteinte à ses droits, à sa dignité. Derrière ces trois registres, il y a la fiction de l'autonomie de la volonté, héritée du libéralisme politique. L'individu, en tant que sujet, consent de façon libre, volontaire et éclairée. En ce sens, le consentement ne devrait, théoriquement, jamais être que la revendication de ce à quoi l'on a déjà droit, la reconnaissance de son autonomie, de sa liberté. Mais lorsque l'égalité est bafouée, le consentement devient un outil d'émancipation pour ceux qui sont dominés, ostracisés, invisibilisés, en fonction de leur sexe, leur genre, leur race. Femmes, homosexuels, trans, noirs. Dans ce cas, pourquoi McKinnon s'oppose-t-elle à l'inscription du consentement dans la loi et à la défense de l'égalité dans les faits ? D'abord, parce que l'établissement du consentement est complexe d'un point de vue juridique, la notion demeurant ambiguë, notamment lorsqu'elle est couplée à celle d'emprise. L'attention portée au consentement implique de se concentrer principalement sur la victime, à interpréter ses attitudes, gestes, plutôt que de s'intéresser à l'agresseur. Alors on peut poser la question suivante. Est-ce à la victime d'apporter la preuve de son non-consentement ? Ensuite, le consentement entretient, en matière de désir et de sexualité, une articulation problématique où l'homme propose et la femme dispose, et reconduit implicitement la structure de domination d'un homme victime de ses propres tourments, de ses pulsions. Dès lors, l'hypothèse d'un filtre magique du consentement, qui résoudrait toutes les situations de violence, d'abus, de domination, doit être invalidée. Non seulement il ne les règle pas, mais il peut paradoxalement devenir un outil de disculpation des pouvoirs publics, préférant s'en remettre aux libertés individuelles plutôt qu'à la loi.